grâce à quelle étincelle l'univers est-il né? Pour le savoir, l'homme s'est lancé dans la quête la plus osée et la plus contestée de son histoire. L'homme veut percer le mystère de ses origines. Nous voulons comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Aujourd'hui, la science pense détenir ses réponses. La plus grosse machine jamais construite vient même de voir le jour pour recréer les débuts de l'univers. Préparez-vous à remonter le temps jusqu'au Big Bang. Notre univers est composé de plus d'1 milliard de galaxies, chacune abritant environ 100 milliards d'étoiles. Nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer le nombre de planètes qui existent. Nous savons par contre que la Terre se trouve dans une galaxie appelée Voie lactée. Notre planète, bleue comme un saphir, tourne autour de son Soleil. Pour l'heure, c'est le seul corps céleste connu abritant la vie. Mais comment notre planète est-elle apparue? Nous voulons savoir ce qui a déclenché la naissance de l'univers et quelle a été son évolution au cours de ces 14 milliards d'années d'existence. Pour la première fois, les scientifiques ont des réponses à certaines de ces questions. L'univers constitue la totalité de notre environnement visible. Le Big Bang nous apprend comment nous en sommes arrivés là. Selon la théorie du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers a vu le jour dans un état de densité, de compression et de chaleur incroyablement élevé, avec une seule mission, l'expansion. Il y a eu une explosion cosmique qui a créé les étoiles, le ciel, les galaxies qui nous entourent. Où que nous regardions, nous voyons les vestiges de cette explosion qui a mis l'univers en mouvement. La théorie du Big Bang est maintenant la théorie la plus populaire pour expliquer ce qui s'est passé après la naissance de l'univers. Elle est étayée par de solides données et observations scientifiques. Une théorie n'est pas simplement une idée qui vous tombe dessus en plein sommeil. Ce n'est qu'une fois qu'elle a passé plusieurs tests avec succès qu'elle est promue au statut de théorie. En ce qui concerne le Big Bang, nous ne disposons pas d'une, mais de centaines de données concordant parfaitement avec cette théorie. Il suffit de lever les yeux vers le ciel nocturne pour remonter le temps jusqu'au Big Bang. Quand on regarde le ciel, on voit des étoiles et peut-être la Voie lactée. Si on observe plus loin dans l'espace, on peut voir des amas de galaxies. Si on remonte encore plus loin dans le temps, on aperçoit la première génération d'étoiles en train de se former ou de mourir. Si on continue encore de remonter le temps, on peut assister à la formation des premiers atomes et encore plus loin, à la formation des premiers protons et neutrons, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remonte au premier moment du Big Bang. Comment le Big Bang a-t-il été découvert? Pourquoi savons-nous qu'il a bien eu lieu et que nous reste-t-il encore à apprendre? Depuis des centaines d'années, les astronomes scrutent la nuit étoilée et contemplent les origines de l'univers. Mais la plupart des théories étaient sous-tendues de notions religieuses. Ce n'est qu'au XXe siècle que la science a commencé à assembler les pièces de ce puzzle ancestral. En 1915, Albert Einstein, l'homme qui a peut-être le plus bouleversé les connaissances scientifiques de notre époque, était fasciné par l'univers. Pour lui, il n'y avait ni commencement ni fin. Il voyait l'univers comme infini et éternel. Mais ses croyances personnelles entraient en contradiction avec ses équations, qui démontraient que l'univers avait un commencement. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédit que la gravitation est intégrée au tissu de l'espace et du temps, ou espace-temps.
Si l'on introduit une masse dans un univers stationnaire, la gravitation finira par agréger toute la matière de l'univers. En d'autres termes, les galaxies finiraient par s'agréger. D'un autre côté, l'univers peut être en expansion s'il est né en expansion. Einstein pensait que l'univers était statique. Comme cette hypothèse lui plaisait d'un point de vue esthétique, il a donc inséré un facteur mathématique passe-partout dans ses équations. Ce facteur ne les faussait pas, mais faisait arriver à une solution aussi spéciale qu'improbable. Un univers statique. Einstein baptise ce facteur la constante cosmologique. Le physicien allemand avance qu'il existe un effet répulsif pour contrer la gravitation, ce qui créerait les conditions d'un univers statique. Cette variable cosmique satisfait la communauté scientifique de l'époque, qui ne possédait pas nos connaissances actuelles. Si on demandait à un astronome du début du XXe siècle ce qu'est notre univers, il répondrait « C'est simple, il n'y a que la galaxie de la Voie lactée, c'est tout. Elle ne bouge pas, elle est uniforme et statique. » Le modèle idéal d'univers statique d'Einstein ne tarde pas à être ébranlé. Dans les années 20, à l'observatoire du mont Wilson en Californie, Edwin Hubble observe le ciel grâce au plus gros télescope de l'époque. Celui-ci lui permet d'observer plus loin dans l'espace qu'aucun astronome avant lui. À sa grande surprise, Hubble découvre qu'il existe des milliers de galaxies au-delà de la Voie lactée. Il y parvient en mesurant l'éclat d'étoiles distantes, en les comparant à des étoiles proches et en remarquant le décalage vers le rouge de leur radiation électromagnétique. Tout le monde connaît l'effet sonore d'une voiture qui passe devant vous. Cela correspond à l'extension de la longueur d'onde du son lorsque la voiture s'approche ou s'éloigne de vous. Les ondes lumineuses ont le même comportement. Lorsqu'un objet s'approche de nous, il devient plus bleu. Et lorsqu'il s'éloigne, sa couleur rougit. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. En observant la rougeur apparente d'un objet, les astronomes peuvent en déduire sa distance. Voici un univers hypothétique en expansion après le Big Bang. C'est une image de notre univers, les autocollants représentant les galaxies et le ballon l'espace dans lequel les galaxies sont contenues. C'est exactement ce qu'on voit dans notre univers, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Hubble prouve ainsi ce que les calculs d'Einstein avaient prévu de longue date, mais ce que leur génial inventeur refusait jusque-là d'admettre. Lorsqu'Edwin Hubble démontra finalement que l'univers se dilatait, Einstein a déclaré que la constante cosmologique avait été la plus grande bêtise de sa vie. La découverte de l'expansion de l'univers, appelée aussi loi de Hubble, devient la première preuve étayant l'idée du Big Bang. Une théorie dont l'origine est pour le moins inattendue. Georges Lemaître, un savant belge à la fois prêtre et professeur de physique, a étudié les équations d'Einstein. En partant du postulat que l'univers est actuellement en expansion, c'est donc qu'il a dû être plus petit par le passé, et donc il a dû avoir un commencement. Lemaître suggère alors que notre univers en expansion est né d'un atome primitif. Il a compris les implications de l'idée d'Einstein. Si l'univers s'étend, alors il a peut-être une origine. Il est peut-être né d'un atome primitif, ou il a éclos d'une sorte d'œuf cosmique qui lui aurait donné naissance. Les collègues de Georges Lemaître n'avaient pas une très haute opinion de l'atome primitif. Ils suggéraient une création qui tenait plus de la théologie que de la science. Ils préféraient soit un univers statique, auquel beaucoup de gens avaient cru jusque-là, soit un univers en expansion infinie, comme l'avait démontré Hubble. Lemaître soutient que sa théorie d'atome primitif est purement scientifique. Mais l'astronome anglais Fred Hoyle s'oppose vigoureusement à sa thèse. Tout en admettant l'expansion de l'univers, Hoyle suggère que les nouvelles galaxies se forment à partir de matière en formation continue, ce qui signifierait que l'univers a toujours existé et existera toujours. Hoyle baptise cette idée du nom de théorie de l'état stationnaire. Fred Hoyle a accepté le fait que l'univers était en expansion. Mais selon lui, il n'y a eu aucun acte fondateur, aucun commencement.
L'univers se dilate depuis toujours et continuera de se dilater pour l'éternité. En 1949, au cours d'une émission de radio à Londres, Hoyle tente d'opposer son modèle d'état stationnaire à l'atome primitif de Lemaître. Ce faisant, il nomme la théorie de Lemaître théorie du Big Bang, nom qui est passé à la postérité. Ces deux théories rivales vont alors s'affronter pour répondre à la plus grande question que se pose la science. Quelle est l'origine de l'univers ? Au milieu du XXe siècle, l'origine de l'univers reste un grand mystère. Deux théories opposées sont alors au cœur de cette polémique scientifique endiablée. L'état stationnaire de Fred Hoyle et le Big Bang de Georges Lemaître. Pour que chacune de ces théories soit validée, elles doivent expliquer les origines des éléments de l'univers, la matière qui compose chaque chose. Il existe des éléments légers, principalement l'hydrogène et l'hélium, et des éléments lourds tels que l'azote, le carbone, l'oxygène et le fer. À haute température, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. À son tour, l'hélium fusionne pour se transformer en élément plus lourd. Fred Hoyle suggère donc que la création de tous les éléments plus lourds que l'hydrogène se déroule au cœur des étoiles, au cours d'un procédé appelé fusion nucléaire. Cela inclut également le deuxième élément le plus abondant de l'univers, l'hélium. Après avoir démontré comment les étoiles créent les éléments, Fred Hoyle et William Fowler, un physicien nucléaire, se sont dit « Puisque les étoiles fabriquent de l'hélium, on peut donc fabriquer tous les éléments grâce aux étoiles sans avoir recours au Big Bang. » Mais la théorie de Hoyle présente des problèmes de taille. Le premier étant qu'elle n'explique pas comment se forme l'hydrogène, étant donné que les premières étoiles ont dû être formées avec de l'hydrogène préexistant. Hoyle balaie ce dilemme en suggérant que l'hydrogène et l'hélium ont toujours existé et n'ont jamais cessé d'être spontanément créés. Mais d'autres scientifiques commencent à douter de cette théorie. Dans les années 40, le physicien russe Georges Gamow étudie lui aussi l'origine des éléments chimiques. En se fondant sur la théorie du Big Bang, il prédit les proportions relatives d'hydrogène et d'hélium dans l'univers et découvre qu'il devrait contenir beaucoup d'hélium, lequel ne peut être créé que par la fusion de deux atomes d'hydrogène. Gamow découvre que l'hydrogène représente près de 75% des éléments de l'univers, contre seulement 25% pour l'hélium. Il en conclut que les étoiles ne peuvent à elles seules générer une telle quantité d'hélium. Mais si l'univers a commencé avec un Big Bang dense et chaud, la température aurait été uniformément assez élevée pour faire fusionner l'hydrogène en hélium. Si l'on étudie les nuages gazeux primordiaux, on découvre qu'ils possèdent ce qui devait être la proportion d'origine d'hydrogène et d'hélium, à peu près 3/4 d'hydrogène pour 1/4 d'hélium. C'est ce que prédit la théorie du Big Bang. L'origine des éléments lourds par la fusion des éléments légers a été baptisée la nucléosynthèse. C'est la deuxième preuve en faveur de la théorie du Big Bang. Mais Georges Gamow va encore plus loin. Le physicien Georges Gamow et ses étudiants ont émis une hypothèse aussi fantastique que fascinante. Si l'univers était très chaud au moment du Big Bang, alors il devrait aujourd'hui rester des traces. Des échos de ces radiations toujours en réverbération dans notre univers. La température de l'espace devrait être de quelques degrés au-dessus du zéro absolu, un vestige des températures infernales du Big Bang. Si Gamow ne tente pas de détecter ces traces, il n'en est pas moins sur une piste. Il se passe 2 décennies avant que la théorie du Big Bang ne soit définitivement validée, et ce, par hasard. Dans les années 60, la société AT&T, anciennement Bell Labs, construit une antenne géante pour communiquer avec les premiers satellites.
Ces instruments convertissent les ondes sonores en impulsions électriques puis en lumière, sous la forme de micro-ondes et d'ondes radio. En 1964, les astronomes radio Robert Wilson et Arno Penzias se servent de cette antenne pour observer l'hydrogène dans la Voie lactée lorsqu'ils captent un étrange signal. Aux commandes du radiotélescope géant de Holmdel, dans le New Jersey, Penzias et Wilson fouillent le ciel pour trouver d'où vient ce bruit perturbateur. À leur grande surprise, ils découvrent un faible signal de radiation émanant de toutes les directions. Les astronomes sont perplexes, car à leur connaissance, rien dans l'univers n'est capable de générer un tel bruit. Beaucoup de chercheurs n'y auraient pas prêté attention, mais ils ont voulu approfondir la question. Ils ont envisagé toutes les causes possibles, jusqu'aux déjections de pigeons sur le radiotélescope. Mais ils ont fini par se rendre à l'évidence. Le signal n'avait pas une cause artificielle. Le bruit venait bien de l'univers. Et lorsqu'ils s'en sont aperçus, ils ont immédiatement contacté un astronome de l'université de Princeton qui avait émis l'hypothèse qu'il serait possible d'observer directement ce bruit de fond formé de micro-ondes. Penzias et Wilson découvrent la preuve manquante. Le fond diffus cosmologique. Le rayonnement fossile des radiations du Big Bang, tel que les avait prévus le physicien George Gamow à la fin des années 40. Le fond diffus cosmologique nous montre à quoi ressemblait l'univers environ 380 000 ans après le Big Bang. Avant cela, l'univers était une soupe dense et opaque, composée de particules chargées et de radiations, sous la forme de rayons gamma et de rayons X. Après une période d'environ 380 000 ans, cette soupe primordiale s'est suffisamment refroidie pour permettre la formation des premiers atomes neutres. Dans le même temps, la matière et la radiation se séparent et les premiers photons, ou rayons de lumière, commencent à circuler librement dans l'univers. Ces mêmes photons, qui voyagent depuis la nuit des temps, sont la radiation que nous voyons aujourd'hui. C'est comme lorsqu'on campe en montagne et qu'on se lève un matin dans un brouillard très épais. On ne voit rien jusqu'à ce que le soleil apparaisse tout à coup. Le brouillard s'évanouit et les montagnes environnantes se montrent à vos yeux. Mais cela ne veut pas dire que les montagnes n'existaient pas quelques minutes plus tôt. Il s'est passé la même chose dans l'univers. 380 000 ans après le Big Bang, le brouillard s'est levé pour nous permettre de voir les structures. Mais nous pensons que ces structures ont été créées dans la fraction de seconde qui a suivi le Big Bang. Le rayonnement fossile est le troisième et le plus solide des piliers validant la théorie du Big Bang. Le coup de grâce porté à la théorie de l'état stationnaire a été la découverte du fond diffus cosmologique. L'état stationnaire n'avait aucune explication plausible pour cette radiation diffuse. La communauté scientifique accepte alors la théorie du Big Bang. Mais le rayonnement fossile génère immédiatement des questions. Lorsqu'on les observe de plus près, les radiations paraissent lisses et non pas irrégulières comme on aurait pu le prévoir. Cela posait problème parce que l'univers tel que nous le voyons est loin d'être uniforme. Il y a des galaxies à certains endroits et pas à d'autres. Et les scientifiques se trouvaient face à une énigme. Comment la structure actuelle a-t-elle pu se développer à partir de cet état initial très lisse? Pendant les 3 décennies suivantes, les scientifiques tentent de détecter d'infimes variations de température qui auraient laissé leur empreinte sur le rayonnement fossile. Mais ces variations sont difficiles à voir avec des instruments terrestres. Pour trouver leur réponse, les scientifiques doivent donc se projeter dans l'espace. Pendant plusieurs dizaines d'années après la découverte du fond diffus cosmologique, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi les vestiges du Big Bang ne dépeignent pas l'univers tel que nous le connaissons actuellement. Le rayonnement fossile semble parfaitement lisse. Comment des galaxies et des étoiles ont-elles pu naître d'un commencement aussi uniforme ? En 2001, la NASA lance enfin la sonde WMAP.
Ce satellite de deuxième génération dessine des cartes tachetées formant un schéma de l'évolution de l'univers. WMAP mesure d'infimes variations de densité de température du fond diffus cosmologique. Ces irrégularités de température ont généré la formation des amas et des superamas de galaxies actuelles. Il y avait des points plus chauds d'un 30 millionième de degré et d'autres plus froids d'un 30 millionième de degré. Ces fluctuations nous indiquent qu'il existait des touffes de matière au début de l'univers qui ont fourni les graines autour desquelles les amas galactiques se sont formés. WMAP permet aussi de confirmer l'âge de l'univers, entre 13,7 et 13,8 milliards d'années. Mais malgré l'apport d'informations de WMAP, la théorie du Big Bang présente encore de gros problèmes. Le fond diffus cosmologique révèle que la température de l'espace est étrangement uniforme. La même température règne dans des régions pourtant séparées par 80 milliards d'années-lumière. La théorie du Big Bang comportait encore des failles. Si on regarde d'un côté puis de l'autre, en principe, on regarde deux morceaux de l'univers qui ne devraient pas être reliés l'un à l'autre. Il ne s'était pas écoulé assez de temps depuis le début de l'univers pour que ces deux points aient pu être en contact. Pour résoudre ce dilemme cosmique, les scientifiques introduisent une théorie dite de l'inflation cosmique. Selon la loi de Hubble, notre univers est en expansion depuis le commencement des temps. Néanmoins, un billionième de billionième de billionième de seconde après le moment de sa création, l'espace connut une phase très brève de superinflation, durant laquelle il s'est étendu plus vite que la vitesse de la lumière, avant de revenir à un rythme d'expansion normal. Par conséquent, des points aujourd'hui très éloignés dans l'espace auraient pu être en contact les uns avec les autres et avoir eu la même température. L'univers était minuscule à ses débuts. Cette petite taille signifie qu'il a eu le temps de s'uniformiser du point de vue de la température et de la densité. Suite à une inflation exponentielle, la taille de l'espace est devenue immense. Par exponentielle, j'entends un doublement de sa taille toutes les fractions de seconde. Et pendant cette expansion, sa température et sa densité sont restées uniformes. La théorie de l'inflation cosmique permet également de résoudre un autre problème. Selon les données de WMAP, en se fondant sur la quantité de matière et d'énergie présente, l'univers est plat et non incurvé. L'inflation cosmique explique de manière naturelle l'apparence plate de l'univers. Imaginez que nous vivions sur la surface de ce ballon. Il est petit et de toute évidence, il est rond. Maintenant, imaginez que vous gonflez le ballon jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de la Terre. Toutes les régions visibles de là où vous êtes auraient l'air plates, mais seulement parce que nous ne voyons qu'une portion minuscule de l'ensemble. Pour en revenir à l'univers, les astronomes pensent qu'il est peut-être incurvé comme un ballon, mais que son immensité est telle que nous n'en voyons qu'une minuscule fraction. Cela fait que tout ce que nous voyons nous paraît plat malgré la courbure intrinsèque. Cela résout donc le problème de l'aplatissement, car quelle que soit la forme initiale de l'univers, une fois qu'il s'est étendu pour se transformer en une structure bien plus grande que les parties que nous pouvons voir, ces dernières sont naturellement plates. L'inflation cosmique résout de manière élégante beaucoup des problèmes liés au modèle d'origine du Big Bang. Mais il en reste toujours un. Il n'y a toujours pas de véritable preuve montrant que l'inflation a bien eu lieu. Nous pensons que l'état de départ de l'univers était chaud et dense, et qu'il est en expansion. C'est la théorie du Big Bang. Grâce à l'inflation, nous pensons également pouvoir expliquer une partie du déroulement du Big Bang, même si nous ne possédons toujours pas tous les détails précis. Nous devons encore expliquer cet état de choses. Une nouvelle mission permettra peut-être de découvrir si l'inflation cosmique a vraiment eu lieu. Le 14 mai 2009, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont lancé Planck, un satellite de 3e génération qui doit étudier le bruit de fond cosmologique avec une résolution dépassant de loin ce dont étaient capables les missions COBE et WMAP.
Si vous allez dans un parc d'attractions et que vous vous regardez dans un miroir concave ou convexe, votre reflet sera déformé. Mais comme vous savez à quoi vous ressemblez au départ, vous savez implicitement que le miroir est déformant. Planck va nous permettre de voir ces distorsions qui nous donneront des informations sur l'univers primitif, mais aussi sur la matière de l'univers actuel. Les scientifiques essaient de prouver l'existence de l'inflation en cherchant un indice qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des vibrations dans le tissu de l'espace-temps émises par des objets en mouvement. Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles, mais elles n'ont encore jamais été directement observées. Mais si l'inflation cosmique s'est bel et bien produite, cette expansion à l'énergie incommensurable a dû projeter une onde gravitationnelle qui doit encore résonner aujourd'hui. Il n'y a pas de son dans l'espace, mais de la même manière qu'un violon émet une note et une fréquence en fonction de la longueur et du diamètre de la corde jouée, un événement astrophysique doit produire une signature distincte dans les ondes gravitationnelles. Nous pensons que le Big Bang a laissé derrière lui une signature gravitationnelle unique en son genre, que les scientifiques espèrent découvrir d'ici peu. Les ondes gravitationnelles générées par le Big Bang ont théoriquement laissé une trace très spéciale sur le bruit de fond cosmologique, baptisée polarisation. Nous détecterons peut-être un motif de polarisation qui nous indiquerait la présence d'ondes gravitationnelles dans l'univers primitif. Ces ondes gravitationnelles seraient une preuve directe de l'inflation cosmique et du mécanisme qui l'a déclenchée. Ces ondes gravitationnelles, émises lors des premières fractions de seconde de l'inflation, doivent toujours être présentes. Leur motif sur le fond diffus cosmologique doit être très différent par rapport à tout ce qui s'est passé d'autre dans l'univers à ce moment. Au pôle sud, l'astrophysicien John Kovac et son équipe vont installer un télescope de deuxième génération baptisé BICEP 2. Il mesurera la polarisation des photons émis par le rayonnement fossile. Un photon, ou particule de lumière, est parfois polarisé, c'est-à-dire qu'il bouge dans une certaine direction. Si l'inflation a produit une onde gravitationnelle, elle a alors créé un schéma de tourbillon dans la partie polarisée du fond de bruit cosmologique que le récepteur BICEP 2 devrait parvenir à discerner. Nous avons installé le BICEP 2 au pôle sud, comme la plupart des télescopes millimétriques, à cause de l'atmosphère à la fois très sèche et très claire. Au pôle sud, il n'y a quasiment aucune vapeur d'eau au-dessus de votre tête, parce que l'atmosphère est très mince et très froide. La moindre présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère se répercuterait sur les photons venus de l'univers primitif et nous enverrait de faux signaux. Nous essayons donc de trouver des emplacements où l'air ne nous empêche pas de capter les photons de l'univers primitif. Et à moins d'aller dans l'espace, le pôle sud est le meilleur endroit possible. Le BICEP 2 est équipé de détecteurs de micro-ondes très sensibles qui mesureront les photons les plus faibles, pouvant indiquer le signal d'une onde gravitationnelle générée par l'inflation cosmique. Ce qui m'épate, c'est qu'on ait la capacité de mettre cette théorie à l'épreuve au pôle sud avec un petit télescope. La monture du télescope nous permettra de le diriger et de le pointer sur n'importe quelle zone du ciel. On observe une portion du ciel en collectant le plus de photons possible pour avoir une idée de la polarisation dans cette petite zone du ciel. Au fil des mois et des années, notre idée se fait de plus en plus précise. La présence d'ondes gravitationnelles dans le fond diffus cosmologique démontrera peut-être que c'est bien l'inflation cosmique qui a généré la brève phase hyperexpansionniste de notre univers. Les ondes gravitationnelles liées à l'inflation seraient une énorme avancée.
On espère pouvoir les observer, ainsi que le motif qu'elles impriment, sur la polarisation du fond diffus cosmologique. Ce serait une preuve décisive pour dire que l'inflation a bien été le moteur du commencement de l'univers. Les expériences menées au pôle Sud nous feront remonter encore plus loin dans le temps que la science l'avait jamais imaginé. Mais pouvons-nous aller encore plus loin? Dépasser la phase d'inflation cosmique pour atteindre le moment même de la création? L'un des problèmes de notre modèle cosmologique actuel, c'est qu'il n'est pas en mesure de dire exactement ce qui s'est passé à l'instant même du Big Bang. Lorsque la matière est comprimée à une densité aussi élevée, nos lois de la physique ne fonctionnent plus. Les chercheurs ne comprennent pas encore ce qui s'est passé avant l'inflation, ou quelle est la cause du Big Bang. La période qui précède l'inflation reste donc encore un mystère. L'une des caractéristiques de l'inflation cosmique, c'est qu'elle a tendance à effacer les preuves de ce qui l'a précédé. C'est comme si l'on écrivait une équation au tableau, puis qu'on l'effaçait. L'équation serait irrémédiablement perdue. Mais si on ne l'efface pas entièrement, il peut encore rester de minuscules traces. On commence à réfléchir dans ce sens et à chercher ces petites traces hypothétiques de l'univers pré-inflationniste existant encore, même après l'inflation. À la frontière franco-suisse, le laboratoire de physique du CERN abrite la machine la plus grosse et la plus complexe jamais construite par l'homme. Installé à 100 mètres de profondeur et grand comme 5 très gros porteurs, le LHC, ou Grand Collisionneur de Hadron, a été conçu pour recréer les conditions qui régnaient 1/1000 de seconde après le Big Bang, et pour fournir des réponses quant au pourquoi et au comment de la naissance de l'univers. Des particules subatomiques, les protons, sont projetées dans un tunnel circulaire de 27 km de long, dans des directions opposées, à plus de 99,9% de la vitesse de la lumière. Quatre capteurs installés le long du tunnel serviront de caméra pour enregistrer les collisions. Lorsque les protons se percuteront, leur masse et leur vitesse combinées formeront peut-être de nouvelles particules qui étaient hypothétiquement présentes quelques nanosecondes après le Big Bang et qui se sont désintégrées depuis. Ces particules permettront peut-être de faire la lumière sur l'origine des particules fondamentales de la nature. Nous cherchons de nouvelles particules. Il se peut que ces particules ne vivent que l'espace d'un instant avant de se désintégrer en d'autres particules. Nous allons observer ces particules désintégrées et remonter le temps pour découvrir quelle était leur énergie, d'où elle venait et quelle était la masse de la particule parente. En tant que chef de projet au CERN, Michael Tutts espère que l'expérience générera des bosons de Higgs. Surnommé particule de Dieu, on pense depuis longtemps que le boson de Higgs était peut-être présent à l'instant qui a suivi le Big Bang et qu'il est peut-être à l'origine de la masse de la matière ordinaire de l'univers. L'une des principales raisons de la construction du LHC était l'envie de découvrir le boson de Higgs, qui est en quelque sorte le saint graal de la physique des particules, car c'est la dernière pièce du puzzle pour laquelle nous n'avons toujours pas de preuves expérimentales. Le LHC éclairera peut-être également la théorie du tout. Cette théorie suggère que dans des conditions extrêmes d'énergie et de température, qui sont la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible, étaient peut-être unifiées dans les moments qui ont suivi la naissance de l'univers. Puis, lorsque la gravitation s'est séparée de cette force primordiale, elle a déclenché la phase d'expansion rapide de l'inflation,
qui forment le bang du Big Bang. Aux premiers instants de l'univers, lorsque les niveaux d'énergie étaient très élevés, il est possible que toutes les forces aient été égales, car cela suggère que toutes les forces que nous voyons aujourd'hui sont peut-être des manifestations d'une force primitive qui existait peut-être à ce moment-là. Est-ce une force primitive qui a généré le Big Bang? Et si c'est le cas, d'où venait-elle? La théorie de l'inflation cosmique ne se contente pas de correspondre aux données. Elle prédit également la possibilité d'une phase la précédant. Elle dit que si le Big Bang s'est produit une fois, il peut alors se reproduire. Encore, et encore, et encore. Beaucoup de spécialistes de physique théorique souscrivent à cet avant Big Bang, au cours duquel notre univers serait peut-être né d'un autre univers. Entre autres suggestions quant à ce qu'il y avait avant le Big Bang, on trouve l'idée d'un autre univers, selon laquelle nous serions une fluctuation quantique de ce pré-univers. Et cela peut se reproduire de nombreuses fois. Si l'univers est né une fois, alors il peut renaître, ce qui créerait un multivers de plusieurs univers. Peut-être cela arrive-t-il en permanence. Avec des univers percutant d'autres univers pour n'en créer qu'un seul, tandis que d'autres se scindent en deux pour devenir deux petits univers. Aucune donnée expérimentale ne vient étayer les modèles de pré-Big Bang. Ils sont peut-être exacts et peut-être pas. Rien ne prouve encore que notre univers a commencé à partir de quelque chose ou à partir de rien. Mais le Big Bang nous aide à comprendre comment notre univers a évolué et peut-être comment il va se terminer. Le Big Bang est l'explication qui fait consensus pour expliquer l'origine de l'univers. Elle se fonde sur des données scientifiques, sur l'observation et sur les théories physiques et mathématiques. Voici une frise chronologique pour illustrer cette théorie. À ses débuts, l'univers est chaud, dense et minuscule, avant de s'étendre. Si la théorie du tout est validée, les 4 forces fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible, sont alors unifiées en une force primordiale à un billionième de seconde. Alors que l'univers continue de se dilater et de refroidir, la gravitation se sépare brutalement des 3 autres forces. Dans le même temps, l'univers, qui n'était alors qu'une minuscule portion du diamètre d'un proton, se dilate pour atteindre en une fraction de seconde un diamètre de plus d'1 milliard d'années-lumière. Ce phénomène d'expansion, appelé inflation cosmique, sème les graines des structures à travers tout l'univers et propage une température quasi uniforme. Alors que l'inflation ralentit, la force électromagnétique et les interactions nucléaires fortes et faibles se séparent. Elles entrent en interaction avec l'océan de particules et d'antiparticules pour créer une soupe cosmique d'énergie. 100 secondes après le Big Bang, la température descend à 1 milliard de degrés. Les protons et les neutrons fusionnent par le biais de l'interaction nucléaire forte pour former des noyaux de deutérium.
Sous l'effet de l'intensité de la température et de la pression, la fusion nucléaire convertit les noyaux de deutérium en hélium. Au bout de quelques minutes, un quart de l'hydrogène existant a été transformé en hélium, lequel produira à son tour des éléments lourds. Pendant des centaines de milliers d'années, la matière et la radiation sont unies dans un brouillard cosmique. Puis, 380 000 ans après le Big Bang, la matière et la radiation se séparent, permettant aux photons, ou particules de lumière, de se répandre librement dans l'espace. De brumeux, l'univers devient transparent, laissant ainsi les photons qui forment le fond diffus cosmologique devenir visibles. Lorsque l'univers atteint quelques centaines de millions d'années, la gravitation attire les gaz d'hydrogène et d'hélium l'un vers l'autre pour qu'ils forment des nuages qui, en s'effondrant, génèrent les premières étoiles. « 500 millions d'années après le Big Bang, des groupes d'étoiles et de gaz forment les premières galaxies. Alors que les galaxies s'assemblent en amas sous l'effet de la gravitation, les premières étoiles meurent et libèrent des éléments lourds nouvellement formés. Du carbone, de l'azote et de l'oxygène, les briques essentielles de la vie. Ces éléments lourds finissent par fusionner pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Plus de 9 milliards d'années après le Big Bang, notre Soleil se forme au sein d'un nuage de gaz dans la galaxie de la Voie lactée. Le gaz restant, mêlé à des particules de poussière, se met à tourner autour du Soleil. L'ensemble s'agglutine pour créer les planètes de notre système solaire. Et parmi elles, la Terre. Tout ce que nous voyons sur notre planète provient de la poussière d'étoiles nées il y a quelques 13,7 milliards d'années sous l'effet d'une soudaine étincelle d'énergie. On peut voir le Soleil comme le petit-fils de la première génération d'étoiles formées dans le sillage du Big Bang. Mais que prédit le modèle du Big Bang en ce qui concerne le destin de l'univers ? Selon une théorie, à mesure que l'univers continuera à se dilater, la matière s'étendra et deviendra de moins en moins dense. Les galaxies épuiseront les réserves de gaz qui leur servaient à former de nouvelles étoiles, et les vieilles étoiles s'éteindront. L'univers tombera alors dans l'obscurité et dans un froid insoutenable. Dans un avenir lointain, l'univers deviendra très froid. Plus aucune vie ne sera possible dans un univers aussi glacial. Le modèle du Big Bang est l'un des triomphes scientifiques de ces 100 dernières années. Grâce à d'innombrables recherches, les scientifiques ont réussi à remonter le temps quasiment jusqu'à ses débuts. La quête continue et les prochaines découvertes permettront de lever encore un peu plus le voile sur le pourquoi de notre existence et sur nos origines.